Salut à tous et bienvenue sur ce 30e épisode du Récap Crypto où je vous condense l'actualité de la semaine de l'univers crypto et blockchain. Et cette semaine a encore été très chargée avec, entre autres, STEPN qui a été victime d'une attaque DDoS, le DEX de Maillard mis à l'arrêt, Epic Games qui intègre son premier Play to Earn, la Fed qui enquête sur Binance et Terra, le testnet Ropsten d'Ethereum qui passe au Proof of Stake, Osmosis qui perd 5 millions de dollars, Mastercard qui va faciliter l'achat de NFT, la bombe de difficulté d'Ethereum qui est reportée, ou encore Lido qui cherche une solution suite au crash du STETH. Bref, je vais vous résumer tout ça et le reste des actualités de la semaine, et comme d'habitude, pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez ce récap crypto que je vous publie tous les dimanches. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et je vous invite également à venir me suivre sur mon Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouvez en description. Mais passons sans plus attendre au récap des actualités de cette semaine. On débute les actualités du lundi avec STEPN qui a fait face à des attaques DDoS ce week-end. En effet, dans un tweet posté ce dimanche, l'entreprise a déclaré que leurs serveurs ont subi des attaques DDoS qui, je vous le rappelle, consistent à inonder les serveurs de requêtes dans le but de faire planter les serveurs et donc de rendre inutilisable l'application. Et suite à une première attaque, STEPN avait annoncé un programme de récompense exceptionnel pour dédommager les utilisateurs qui devait être lancé ce dimanche, mais les utilisateurs n'ont pas eu le temps de profiter de cette récompense car une nouvelle attaque DDoS a frappé les serveurs, rendant l'application encore une fois inaccessible. Et à l'heure où j'enregistre la vidéo, les équipes semblent toujours être en train de travailler sur la résolution du problème. Et je précise que ces attaques ont eu lieu après que le projet ait mis en place une mise à jour qui a pour but d'éviter les tricheries sur l'application en utilisant par exemple des applications qui simulent le mouvement du portable ou encore des personnes qui utilisaient plusieurs comptes en même temps sur un même trajet. Mais cette mise à jour a visiblement fait des dégâts collatéraux car il semblerait qu'à cause de l'attaque DDoS, l'algorithme a identifié des comptes comme des bots alors qu'il s'agissait de comptes parfaitement légitimes. Bref, pour le moment il n'y a aucune certitude sur le fait qu'il y a un lien entre la mise à jour et l'attaque DDoS qui a suivi, mais on voit ici que le projet traverse une période plutôt difficile, entre la baisse du jeton qui diminue les revenus des utilisateurs ainsi que le prix des chaussures qui avaient été achetées pour plusieurs milliers de dollars il y a tout juste quelques semaines, et maintenant une attaque DDoS qui rend inutilisable l'application. Et bien sûr, comptez sur moi pour vous tenir au courant de l'évolution de la situation dans les jours à venir. Et d'ailleurs, en parlant de projets qui traversent des moments difficiles, on a Elrond qui a eu très chaud cette nuit. En effet, à 2h du matin, Benjamin Minkou a tweeté que les équipes étaient en train d'enquêter sur une suite d'activités suspectes qui avaient eu lieu sur le Maillard DEX. Et dans les transactions suspectes, on retrouve plusieurs ventes massives entre 1h et 2h du matin de plusieurs centaines de milliers de dollars chacune en EGLD. Et ces ventes massives ont entraîné une chute du prix de l'EGLD qui est allée jusqu'aux 5 $ sur le DEX de Maillard, mais heureusement les équipes ont mis à l'arrêt le DEX pour éviter un effet domino qui aurait pu entraîner la chute du prix de l'EGLD sur les autres plateformes d'échange qui enregistrent quand même une baisse de 20% du token sur les dernières 24 heures. Et pour ce qui est de la provenance des fonds qui ont été massivement vendus, d'après les premières informations, il semblerait qu'ils proviennent de 3 portefeuilles qui ont été créés en même temps et qui auraient reçu des fonds depuis Binance qui représentent un total de 1,6 million de GLD. Et sur ces 1,6 million de GLD, les attaquants seraient parvenus à revendre l'équivalent de 5,6 millions d'USDC qu'ils ont pu transférer avant la mise en maintenance du DEX. Et les questions qui sont actuellement toujours sans réponse claire et définitive sont d'où viennent ces 1,6 millions de GLD et si cette attaque provient d'une exploitation d'une faille. Bref, pour le moment, les équipes d'Elrond sont toujours en train de travailler sur la résolution du problème, et les réponses à ces questions viendront dans les jours à venir, et bien sûr, je vous tiens au courant dès que l'on a plus d'informations. Mais revenons au secteur crypto avec Binance qui montre encore son soutien au projet PancakeSwap. Et pour rappel, PancakeSwap est une application de finance décentralisée qui a été déployée en septembre 2020 sur la Binance Smart Chain, et qui avait été intégrée au service de Binance comme micro-application en mars de cette année. Et aujourd'hui, Binance montre encore une fois sa confiance dans le projet, car Binance Lab, la branche de capital risque, a annoncé un investissement stratégique dans la gouvernance et le jeton utilitaire Cake de PancakeSwap. Et la société n'a pas divulgué les montants investis, mais le cours du Cake a visiblement apprécié cette nouvelle car le token a fait un plus 10% suite à l'annonce faite par Binance. Et je précise que PancakeSwap est actuellement l'application la plus utilisée sur la blockchain avec plus de 400 000 utilisateurs au quotidien. Bref, vous l'avez compris, Binance est actuellement en train de se préparer à la prochaine vague d'adoption des solutions du Web3, et d'ailleurs le CEO a déclaré que selon lui, le métaverse deviendra mainstream d'ici 5 à 10 ans. Et pendant ce temps, on a Epic Games qui va intégrer leur premier jeu Play to Earn dans leur store. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Epic Games est le studio et distributeur de jeux vidéo qui est derrière plusieurs jeux populaires, comme par exemple Fortnite. Et aujourd'hui, on apprend que, en partenariat avec la plateforme de gaming blockchain Gala Games, qu'ils vont proposer sur leur store le jeu Grit,
qui est un Battle Royale qui a pour décor le Far West et qui propose des éléments du jeu en NFT. Et le communiqué de presse de Gala Games semble suggérer que Grit ne sera pas le seul jeu Play to Earn à être lancé sur le store de Epic Games. A savoir que le développeur Steam, qui est un des concurrents de Epic Games, a lui interdit tout jeu en lien avec le Play to Earn, et donc ici on voit que Epic Games fait partie des acteurs les plus ouverts à ce secteur, et avec le listing du jeu Grit, ils prennent une longueur d'avance sur la concurrence qui finira tôt ou tard par suivre la tendance. On débute les actualités du mardi avec Binance qui est encore dans le collimateur de la Fed. En effet, je vous rappelle que l'organisme fédéral en charge de la régulation des marchés américains avait déjà enquêté sur des employés suspectés de délits d'initiés, et je vous rappelle également que la plateforme est actuellement soupçonnée d'avoir participé à des blanchiments d'argent. Et avec la récente fortification de leur unité chargée de surveiller le secteur crypto, la Fed a de nouveau ciblé Binance en les soupçonnant d'avoir été dans l'illégalité avec leur ICO. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, une ICO est une offre initiale de jetons qui consiste à mettre en vente une partie de la supply aux investisseurs à un prix réduit dans le but de lever des fonds pour financer le projet. Et donc en 2017, Binance a réalisé une ICO considérée comme illégale car elle aurait violé la loi relative aux valeurs mobilières étant donné que la Fed estime que Binance aurait dû enregistrer leurs produits auprès du régulateur avant de réaliser une vente publique. A savoir que Binance est très loin d'être le seul acteur à être accusé de ce type d'accusation, car je vous rappelle qu'on a Ripple qui depuis 1 an et demi fait face à des accusations similaires d'émission illégale de valeurs mobilières. Et pour le moment, la plateforme Binance ne s'est pas encore prononcée sur cette enquête de la Fed, mais hier ils ont rejeté toute accusation concernant leur potentielle participation à du blanchiment d'argent. Et en parlant de sécurité, on a désormais Tron qui a, en théorie, un stablecoin surcollatéralisé. En effet, je vous rappelle que Tron a lancé quelques jours après la chute de l'UST son propre stablecoin algorithmique basé sur une architecture similaire. Et il semble vouloir s'assurer que leur stablecoin USDD ne suivra pas le même destin que l'UST, car il serait désormais assuré par une réserve représentant 200% des actifs en circulation, avec 14 040 bitcoins, 240 millions d'USDT et environ 1,9 milliard de TRX. A savoir que le calcul utilisé par Tron pour estimer la collatéralisation est considéré comme erroné par certains car le cours du TRX est lié au maintien de la parité du stablecoin, et donc si on ajuste le calcul en tenant en compte de ce point, le stablecoin ne serait garanti que à hauteur de 81%. Et donc on voit ici que la stratégie de Tron est de tout d'abord rassurer les investisseurs qui sont désormais très méfiants lorsqu'ils entendent le mot stablecoin algorithmique. Et sans transition, sur Twitter, on a des personnes qui tirent la sonnette d'alarme concernant les réserves de Celsius Network. En effet, il y a des rumeurs de plus en plus présentes sur une potentielle insolvabilité de Celsius, et pour étayer leurs accusations, des utilisateurs de Twitter démontrent qu'à l'heure actuelle, il n'y a que 27% des Ethereum sur la plateforme qui seraient liquides, et le restant serait stacké sur ETH 2.0 ou sur d'autres protocoles. Et donc s'il devait y avoir des retraits massifs sur la plateforme, l'entreprise pourrait potentiellement se retrouver en défaut de paiement. Et un autre point soulevé est le fait qu'actuellement Celsius serait en train d'emprunter des millions de dollars en USDC et USDT pour payer les retraits, mais ce point est à relativiser car ces emprunts sont de facto garantis par des sommes très importantes. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a peu de chances que Celsius s'effondre demain, mais il est intéressant de voir que les inquiétudes se multiplient concernant leur plateforme après la chute de Terra et le manque de communication de la part de Celsius sur les pertes entraînées par le cataclysme Terra. Et vous connaissez l'adage, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et pendant ce temps, on a PayPal qui continue d'avancer dans les offres de leurs services crypto. En effet, je vous rappelle que depuis l'année dernière, ils permettent aux utilisateurs américains de pouvoir payer en crypto, et depuis ses premiers pas, une fonctionnalité était très attendue par les utilisateurs, et cette fonctionnalité était la possibilité de pouvoir retirer des cryptos, et donc de pouvoir les transférer sur une autre place d'échange ou encore sur un cold wallet. Et aujourd'hui, l'entreprise a officiellement lancé cette fonctionnalité pour les utilisateurs américains, et la société en a profité pour affirmer son ambition dans le secteur des cryptos, en déclarant qu'ils estiment qu'une partie substantielle du commerce va se déplacer vers les monnaies numériques. On débute les actualités du mercredi avec le testnet Ropsten qui vient de faire sa transition vers le Proof of Stake. Et pour rappel, le testnet Ropsten est un des nombreux testnets qui sont des copies de la blockchain d'Ethereum, et il y a plusieurs semaines, la fondation Ethereum avait choisi ce testnet pour servir de crash test à la mise à jour de The Merge qui devrait théoriquement être activée en août. Mais je vous rappelle également que Vitalik s'était montré plutôt prudent sur cette date car il avait annoncé que le passage d'Ethereum au Proof of Stake pouvait également avoir lieu plus tard dans l'année. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le passage du testnet Ropsten en Proof of Stake,
la fondation Ethereum a validé une étape qui est très importante dans un processus qui a été mis en place il y a maintenant plusieurs années, et il est désormais à peu près certain que l'on aura un Ethereum en Proof of Stake d'ici la fin de l'année. Et pendant ce temps, on a le DEX Osmosis basé sur Cosmos qui a été victime de l'exploitation d'une faille. En effet, ce matin, le projet a déclaré sur Twitter qu'un attaquant a utilisé une faille sur les pools de liquidité afin de sortir une partie des fonds qui ont été estimés à environ 5 millions de dollars. Et les équipes ont immédiatement réagi en mettant à l'arrêt le DEX pour identifier la faille et faire plusieurs tests pour proposer une éventuelle mise à jour. Et à l'heure actuelle, les équipes du projet sont toujours au travail et ils annoncent qu'un rapport détaillé sera communiqué prochainement. On débute les actualités du jeudi avec Tether qui s'associe à la blockchain Tezos. Et alors qu'hier on apprenait l'intégration du Polygon USDC par Circle, on a aujourd'hui l'USDT qui lui aussi continue d'étendre son influence. En effet, Tether a annoncé que désormais le stablecoin USDT sera disponible sur Tezos, et le but est ici de pouvoir débloquer de nouveaux produits DeFi pour Tezos, et avec cette nouvelle intégration de leur stablecoin, cela fait désormais 13 blockchains qui supportent l'USDT. Faisons maintenant une petite mise à jour sur le vote communautaire de Epcoin. Tout d'abord, je vous rappelle que suite à la congestion et l'explosion des frais de gaz du réseau Ethereum qui avait été entraîné par la vente de parcelles sur le futur métaverse de Yuga Labs, l'équipe avait invité la DAO à débattre sur l'option de déménager le projet sur une autre blockchain. Et donc suite à ces événements, un vote pour savoir si la communauté était pour ou contre la migration a été organisé, et le vote qui s'est finalisé hier montre des résultats plutôt serrés, étant donné que 53,62% ont voté pour que Epcoin reste dans l'écosystème Ethereum, contre 46,38% qui étaient pour la migration. Et les raisons principales de cette décision seraient qu'il serait trop complexe et coûteux de réaliser une migration, et que ce serait potentiellement dommageable pour le projet de quitter le réseau ayant pour le moment la plus grande adoption. Et donc le projet restera sur Ethereum, et maintenant la question qui reste en suspens est de savoir vers quelle solution de deuxième couche se tournera Yuga Labs pour résoudre les problèmes de congestion du réseau. Et pendant ce temps, en France, on a Energy qui va lancer une collection de NFT. En effet, pour accompagner une campagne de communication avec les artistes Dua Lipa, Stromae, Angel, The Weeknd et Ed Sheeran, la radio va sortir une collection de 30 NFT avec 4 niveaux de rareté. À savoir que les NFT les plus communs seront distribués à l'antenne ou encore sur les réseaux sociaux, et une partie d'entre eux débloqueront des places de concert des artistes qui participent à la campagne de communication. Et le NFT le plus rare sera lui vendu sur le site internet dédié à l'événement, et il débloquera 1 an de concert gratuit pour le détenteur. On débute les actualités du vendredi avec le feuilleton Terra qui continue. Et aujourd'hui, c'est au tour de la SEC d'intervenir dans cette affaire sur 2 points. Tout d'abord, Terraform Labs et Ducone vont devoir se soumettre aux assignations à comparaître de la SEC concernant des accusations d'émission illégale de valeurs mobilières. Mais je vous rappelle que d'autres acteurs du secteur crypto font déjà face à ce type d'accusations, comme par exemple Ripple et plus récemment Binance. Et cette partie est presque anecdotique en comparaison des autres accusations de la SEC. En effet, d'après des témoignages des équipes internes qu'ont recueilli la commission, il semblerait que Ducone avait pris l'habitude de transférer 80 millions de dollars tous les mois vers des wallets cachés et des comptes à l'étranger. Et certaines personnes évoquent du blanchiment d'argent, ou encore le fait que Ducone savait que le crash de Terra et de l'UST allait arriver, et par conséquent, il aurait cherché à mettre à l'abri un maximum d'argent. Et toujours d'après les témoignages des employés de Terraform Labs, il semblerait que Ducone aurait été averti des défauts de la conception de la blockchain, mais il aurait décidé d'ignorer ces avertissements. Bref, pour le moment la SEC est en pleine enquête sur cette affaire qui est loin d'être finie, et avec les enquêtes du côté des autorités sud-coréennes, il semblerait que l'on va encore entendre beaucoup parler de Ducone et de Terraform Labs. Et sans transition, on a VeChain qui devient le premier partenaire blockchain officiel de l'organisation d'arts martiaux mixtes UFC. En effet, l'Ultimate Fighting Championship a signé un partenariat d'une valeur de 100 millions de dollars avec la fondation VeChain, et ce partenariat a été signé pour une durée initiale de 5 ans. Et dans cette collaboration, VeChain recevra les droits pour le titre officiel du classement des combattants de l'UFC, qui deviendra ainsi UFC Ranking Powered by VeChain. Et ils profiteront également d'une visibilité dans 175 pays qui reçoivent les diffusions de l'UFC, et ils toucheront ainsi un public d'environ 688 millions de personnes dans le monde. Et finalement, dans cet accord, VeChain accompagnera l'UFC dans la production de contenu mettant en avant les combattants, et qui sera diffusé sur leur site et les réseaux sociaux. Et en parlant de partenariat, on a également Mattel qui s'est associé à Onchain Studio pour lancer ses futurs NFT. A savoir que Onchain Studio est un projet crypto qui se décrit comme un studio NFT qui se donne pour mission de responsabiliser, éduquer et divertir la prochaine génération de collectionneurs de NFT.
Et donc cette société signe un partenariat avec le géant du jouet qui va désormais développer une plateforme qui se nommera Cryptoys sur la blockchain Flow. Et sur cette plateforme, les détenteurs des futurs NFT qui représenteront pour commencer des animaux pourront venir jouer et également ajouter des accessoires à leurs animaux virtuels de la même manière que sur des Barbie par exemple. A savoir que la plateforme Cryptoys sera lancée avec des personnages originaux cet été et Mattel publiera ses NFT peu de temps après. Et donc désormais, en plus de Barbie, Hot Wheels, Uno et d'autres jouets mythiques, la société va proposer des jouets au format NFT et peut-être qu'un jour vos enfants recevront des jouets au format NFT sous le sapin à Noël. Et en parlant de grosses sociétés, on a aujourd'hui Mastercard qui continue de se développer dans le secteur crypto. En effet, on a appris que le fournisseur de services de paiement était actuellement en collaboration avec des géants du secteur NFT pour permettre l'achat direct de NFT par carte bancaire à ses 2,9 milliards de clients. Et parmi les sociétés qui sont en partenariat avec Mastercard pour lancer ce service, on retrouve Immutable X, Nifty Gateway, Candy Digital, Mintable, Spring, Moonpay ou encore The Sandbox. A savoir que ces partenariats ne représentent pas une nouveauté pour Mastercard, car ils avaient déjà signé un partenariat avec Coinbase pour le même type de service en ce début d'année pour leur plateforme NFT qui est actuellement en phase open beta. Et donc, alors qu'actuellement il est nécessaire de recharger un portefeuille pour ensuite faire un achat de NFT, Mastercard va faciliter l'entrée dans les NFT en permettant l'achat direct, ce qui devrait au final faciliter et accélérer l'adoption des NFT auprès d'un public novice. Et faisons maintenant une mise à jour sur la perte des 20 millions de tokens OP de Optimism suite à l'erreur de l'organisation Wintermute qui s'était trompée sur l'adresse d'envoi. Aujourd'hui, on a appris que, après avoir blanchi 1 million de tokens via Tornado Cash, le hacker va finalement restituer 18 millions de tokens et il a également envoyé 1 million de tokens à une adresse de Vitalik Buterin avec un message où il demandait l'avis de Vitalik et également s'il pouvait l'aider à vérifier l'adresse de retour des fonds. Et donc au final, l'histoire se finit plutôt bien pour Wintermute et le hacker White Hat repart quand même avec l'équivalent d'environ 800 000 $ en crypto. On débute les actualités du samedi avec un ou des employés de chez Coinbase qui auraient mis en ligne une pétition réclamant le licenciement de 3 responsables de la société suite à plusieurs erreurs qui auraient été commises. Et parmi les erreurs reportées, la pétition met en avant le flop qu'a fait la plateforme NFT de la société, ou encore un système d'évaluation des performances qui aurait mené à un environnement de travail toxique, ou encore la récente annulation des offres d'emploi. Et la réaction du CEO Brian Armstrong ne s'est pas fait attendre, car il a déclaré que si la ou les personnes responsables de cette pétition n'avaient pas confiance dans la direction, alors ils devraient considérer d'aller travailler ailleurs. Et il a également déclaré que la divulgation d'affaires internes était stupide et non éthique, et que la ou les personnes à l'origine de cette pétition seront virées s'ils étaient identifiés. C'est moi ou il y a une ambiance de merde? Et du côté d'Ethereum, on a les développeurs qui ont retardé la mise en place de la bombe de difficulté. A savoir que la bombe de difficulté est un morceau de code niché au cœur même du code d'Ethereum qui permettra une fois en ligne de, en gros, rendre l'exploitation minière plus lente et donc moins rentable dans le temps en augmentant de façon exponentielle le décalage entre la production de chaque bloc. Et le but est ici de progressivement sortir les mineurs du réseau pour qu'au final la sécurisation par Proof of Stake prenne progressivement le relais. Et donc aujourd'hui, on apprend que cette implémentation va être retardée pour que les équipes puissent se donner du temps à la préparation du passage au Proof of Stake. Mais Tim Beiko, un des principaux développeurs travaillant sur le passage au Proof of Stake, a déclaré que ce rapport n'aura pas d'incidence sur le calendrier de la mise à jour The Merge, et il a également justifié ce report en déclarant que cela permettra de relâcher la pression sur les équipes de développeurs, car il estime que trop de pression pousse les équipes à l'épuisement. Et en parlant d'Ethereum, on a le protocole DeFi Lido qui a proposé une solution pour freiner la chute du prix du STETH. Mais avant de vous parler de leur solution, voici un petit rappel des faits. Le protocole Lido propose une solution de stacking pour Ethereum 2.0 et les personnes qui viennent déposer des Ethers sur le protocole reçoivent en échange des jetons STETH qui sont en théorie totalement corrélés au prix de l'Ether. Mais le souci c'est que récemment le prix du STETH a commencé à se décorréler à cause d'un retrait important de liquidités de entre autres Curve Finance et Celsius. Et les sorties sont tellement importantes que les systèmes d'arbitrage ont même des difficultés à ramener la parité entre le STETH et le TH. Et donc une des solutions qu'apporte le protocole Lido serait de modifier le mécanisme de gouvernance pour le minimiser sur le protocole. Et je vous rappelle qu'en ce samedi soir, le STETH et le TH ont toujours une différence de prix d'environ 130 $. Et on finit ce récap crypto avec un récap du marché de cette semaine. Tout d'abord au niveau de la map crypto, on peut voir très clairement que le marché est en souffrance cette semaine, avec un BTC qui est à moins 6,4% et un ETH qui est carrément à moins 16,2%.
Et du côté du crypto bubble, on peut voir également que la majorité des projets sont dans le rouge, avec par exemple le Waves avec un moins 30%, FTM avec un moins 31%, Luna avec un moins 40% et EGLD avec un moins 38%. Mais on a quand même quelques projets qui performent bien, avec par exemple Osmo qui nous fait quasiment un plus 9%, FTT avec un plus 11% et Leo avec un plus 9%. Et du côté du Google Trend pour le terme crypto, on peut voir que les particuliers se désintéressent carrément du marché, car on peut voir que les taux de recherche reviennent à des taux qu'on n'avait pas vus depuis juillet 2021. Et ainsi se termine le 30e épisode du Récap Crypto. Je vous rappelle que je publie ce Récap Crypto tous les dimanches et que je publie également les Daily Crypto du lundi au samedi. Et comme d'habitude, pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez ce format, et pensez également à vous abonner pour voir toutes mes vidéos dès leur sortie pour être à jour sur l'information crypto et blockchain. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez en description, et vous pouvez également me laisser un pourboire sur mon Tipeee que vous trouverez en description. Et je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Récap Crypto, et à demain pour le Daily Crypto du lundi.